Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part. Chronique qui est de retour après 2 semaines d'absence, en effet avec le lancement de la 3e collection de robes et d'accessoires Femme à part. Il y a eu pas mal de contenu lié à ce lancement justement, à cette 3e collection, des podcasts dédiés, la vidéo de présentation, le clip officiel. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne dans la playlist collection si vous voulez avoir plus de renseignements ou si jamais vous aviez loupé ces vidéos. En tout cas voilà, ça m'a pris pas mal de temps, ça faisait aussi beaucoup de vidéos déjà publiées sur la chaîne, je n'ai donc pas voulu trop surcharger avec des chroniques d'actualité, mais me voilà de retour et donc j'ai plein de choses à partager avec vous. Alors 2 choses positives pour commencer, donc tant qu'à faire, je vous parle de la collection, je continue. Première chose positive, énormément de retours enthousiastes, positifs sur cette 3e collection. Au moment où j'enregistre le podcast, on est à 2 jours du lancement, mais déjà tous les commentaires que j'ai reçus sont vraiment extrêmement positifs, bienveillants. Vous êtes toutes ravies de cette 3e collection de robes et d'accessoires. Alors je vous remercie pour cet enthousiasme et pourquoi en parler dans une chronique d'actualité. Tout simplement parce que ça montre qu'il y a encore pas mal de personnes qui aiment le beau, le féminin, l'élégant, et ça je pense que voilà, ça vaut le coup d'être mentionné. Et deuxième chose positive, là il s'agit d'une anecdote un peu plus personnelle, mais je trouve que quand il y a des choses que je vois, dont je suis témoin ou que je vis au quotidien et qui sont positives, bon, je ne vous les raconte pas à chaque fois, mais cette anecdote m'a marquée et c'était hier, donc c'est facile de m'en souvenir. Hier à la messe, j'étais derrière une petite fille qui doit avoir 5 ou 6 ans, elle est en CP, toute mignonne, au premier rang, avec sa petite robe, son boléro blanc avec des petits froufrous, son joli chignon certainement fait par sa maman, sa petite mantille blanche et qui chantait de tout son cœur tous les chants qu'elle connaissait, donc peut-être la moitié des chants elle les connaissait par cœur et elle les chantait voilà vraiment de tout son cœur et c'était super mignon, super encourageant, un bel exemple, je dirais un bel exemple pour les autres enfants, un bel exemple même pour nous adultes et ça fait plaisir de voir des enfants comme ça qui à cet âge-là sont déjà bien élevés et qui s'impliquent de tout leur cœur à la messe et de façon générale aussi, et des petites filles qui sont déjà féminines, modestes. Alors je sais que ça dépend aussi des parents bien entendu, mais voilà, ça fait plaisir quand même et je voulais le mentionner et le souligner. En tout cas moi ça m'a vraiment édifiée et d'être derrière cette petite fille à la messe, ça m'a vraiment édifiée. Et contrairement, voilà, parfois on a des personnes qui n'ont pas des tenues très appropriées, que ce soit le dimanche ou même de façon générale dans la rue ou peu importe, et ça n'élève pas l'âme quoi. On a besoin de beau, on a besoin de vrai, on a besoin de choses qui vont nous faire une bouffée d'air frais dans ce monde, qui vont nous élever, qui vont nous aider à nous tourner davantage vers le bon Dieu, qui vont nous donner envie d'être meilleurs, de toujours nous améliorer, et voilà, ça n'est pas évident comme vous le savez très bien, donc voilà, je pensais que c'était important de le mentionner. Alors première actualité, bon c'est un petit peu drôle quand même, c'est l'une d'entre vous que je remercie d'ailleurs qui m'a envoyé cette coupure de journal, de mémoire c'était dans le Figaro, mais sur la capture d'écran que j'ai prise on ne voit plus le Figaro ou Libération. Dans Libération c'était autre chose, c'était peut-être le Figaro ça. Un couple gay, donc un couple homosexuel qui attaque la CAF parce qu'en fait ce sont 2 hommes qui sont mariés, je mets mariés avec des grands guillemets, mariés aux yeux de la République française, et qui s'estiment victimes d'une discrimination car ils n'ont pas reçu de prime de naissance. Et puis je me suis dit bon voilà, encore une histoire un peu... j'allais dire un peu lambda finalement, même si c'est triste à dire, et puis en lisant l'article, mais j'ai vraiment ri, parce qu'en fait c'est un couple d'homosexuels qui a fait donc une GPA à l'étranger, aux États-Unis, puisque la GPA, donc gestation pour autrui, pour le moment est interdite en France, une GPA qui leur... Alors eux, on ne sait pas combien ça leur a coûté, mais l'article précise une GPA c'est une procédure qui coûte en moyenne 130 000 €. Donc ils ont eu recours à une mère porteuse, etc. Ce qui explique qu'en fait,
En fait, aux yeux de la loi française, apparemment, pour avoir cette prime de naissance, il faut un père et une mère encore, d'après ce que j'ai compris dans l'article, et où il faut un certificat que eux n'ont pas, vu qu'ils ont fait appel à une mère porteuse. Bref, donc 130 000 € la procédure, et là, ils sont en train de faire un scandale pour bénéficier d'une prime de naissance qui s'élève à 948,27 €. Alors, je ne crache pas sur l'argent, voilà, j'allais dire tout est bon à prendre si l'État nous donne des aides, voilà, évidemment, bon, il n'y a pas de souci, ça n'est pas ça que je juge ici, mais j'ai trouvé ça quand même assez gonflé. Je pense que c'est plus du coup peut-être pour faire du buzz ou pour attirer l'attention. Franchement, j'en sais rien, mais je pense que si on a les moyens de se payer une mère porteuse à environ 130 000 €, je ne vois pas en quoi on aurait besoin des 948,27 € de la CAF. Mais bon, après, peut-être que je me trompe. Bon, vaut mieux en rire qu'en pleurer, bien sûr. Et pour rester sur le thème de la grossesse, ça fait plusieurs fois que je vois passer, alors là, ça n'est pas un article en particulier, plusieurs d'entre vous me les ont envoyés aussi parce qu'il y a des articles, des podcasts, enfin, c'est vraiment un sujet qui prend de plus en plus de place et qui parle des femmes qui regrettent leur maternité, qui regrettent d'avoir eu des enfants et qui témoignent et qui expliquent que si elles pouvaient revenir en arrière, si elles pouvaient changer quelque chose, eh bien franchement elles n'auraient pas d'enfants en fait, elles changeraient d'avis et voilà, elles resteraient... je sais plus quel est le terme, mais bon, elles resteraient sans être mères jusqu'à la fin de leur jour. Et autant il y a des bonnes choses, je pense, dans ce genre d'articles et de podcasts, dans le sens où parfois on n'évoque pas assez la dépression, enfin le baby, ce qu'on appelle le baby blues, ou la dépression postpartum, où il y a des femmes qui ont vraiment... autant il y en a, ça se passe très très bien, il n'y a rien de spécial à signaler, et il y en a qui s'épanouissent énormément dans leur maternité dès les premiers instants, et même dès leur grossesse. Autant il y a des femmes pour qui la grossesse est un vrai cauchemar, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique, j'allais dire. Il y a des femmes pour lesquelles l'accouchement est une vraie épreuve, il y a des femmes pour lesquelles toute la période, même l'allaitement est très difficile, ou la période postpartum est très compliquée aussi, voire quelques mois après. Parfois ça peut être aussi le rapport à l'enfant, à l'éducation, bref, sans avoir tout ce parcours du combattant, j'allais dire, de la conception aux 18 ans de l'enfant. Bien sûr, heureusement que toutes les femmes ne vivent pas des épreuves de A à Z au niveau de leurs enfants, mais voilà, que l'on soit touché à l'un ou l'autre moment de façon plus ou moins grave, c'est vrai que ce sont des sujets en tout cas que jusqu'à présent on n'abordait pas beaucoup. Moi personnellement je trouve que ça fait quand même quelques années qu'on parle de plus en plus de burn-out maternel, de dépression postpartum, de difficultés à tisser des liens avec son tout petit, enfin voilà, je trouve quand même que les sujets sont abordés, mais effectivement peut-être pas assez, ou en tout cas voilà, on peut toujours approfondir, on peut toujours donner des clés à ces mamans qui vivent des instants difficiles et qui ne sont pas toujours soutenues ou comprises par leur entourage. Donc ça c'est le côté, j'allais dire, positif de tous ces articles et ces podcasts qui parlent de ces sujets-là. Voilà, on regarde la réalité en face et tout n'est pas idyllique, tout n'est pas hyper facile. Et ça, je pense que vous, peut-être même dans votre milieu social, dans votre famille, parmi vos collègues, etc., il y a quand même beaucoup de configurations différentes. Moi, je sais que parmi mes collègues, ou même mes amis, par exemple, au niveau de la grossesse, même de l'accouchement, je sais qu'il y en a pour qui c'était un calvaire, je sais qu'il y en a pour qui c'était le paradis, il y en a qui s'épanouissent énormément dedans, il y en a pour qui tout est instinctif, il n'y a aucun problème après la naissance, etc., il y en a d'autres pour qui c'est vraiment très difficile de s'acclimater, de prendre un nouveau rythme. Peut-être que vous le constatez vous aussi dans votre entourage. Mais le revers de la médaille de tous ces podcasts, etc., c'est que vraiment, on a l'impression qu'il n'y a que ça. Et maintenant, on a l'impression que la maternité est une chose horrible. On a l'impression que toutes les femmes regrettent d'être mères. On a l'impression que l'instinct maternel n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais chez personne. Vous voyez, c'est un peu toujours prendre les choses dans l'autre extrême, au lieu d'être dans l'équilibre, au lieu de doser les choses. Et ben voilà, on va partir dans l'autre extrême, et comme beaucoup de combats féministes, d'ailleurs, j'allais dire, que ce soit... la grossophobie, j'en ai déjà parlé, pour plein de sujets comme ça,
ça part d'un bon sentiment, d'un constat juste, mais ça part tout de suite dans des extrêmes et on essaye de diaboliser certaines choses ou alors au contraire d'encenser d'autres prises de position, et je trouve ça vraiment dommage parce que voilà, la réalité est telle qu'elle est, et je suis sûre que si on faisait un sondage auprès de femmes qui ont accouché ou voilà depuis plus ou moins longtemps, mais je suis sûre qu'il n'y aurait pas 90% des mères qui diraient ah c'est horrible, si je pouvais j'effacerais, enfin voilà, je reviendrais en arrière et je n'aurais pas d'enfant. Je pense que c'est pas du tout la majorité des personnes. Et puis d'ailleurs il y a des mamans ou des femmes qui ont juste besoin d'être accompagnées, ou alors ça peut juste être une dépression ou un moment passager, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, une fois de plus je trouve que ça part un peu dans des extrêmes et c'est vraiment dommage parce que ça, je vais pas dire que ça discrédite, mais c'est vrai que moi, à force de voir tous ces sujets qui reviennent, j'avoue, je n'ai pas très envie de les écouter parce que j'ai tout de suite l'impression, ça y est, que c'est biaisé, que ça va partir un peu dans des absolus, qu'il n'y aura aucune nuance, ou qu'on a envie en fait de nous montrer un certain exemple, on a envie de nous montrer la réalité sous un certain angle, comme beaucoup de sujets. Par exemple, les mères au foyer, si on en croit ce qui est dans les médias, mais on a l'impression qu'une mère au foyer qui ne travaille pas à l'extérieur, qui n'a pas d'emploi rémunéré à l'extérieur de son foyer, on a l'impression qu'elles sont folles, qu'elles sont bêtes, qu'elles sont voilà, qu'elles ne sont pas épanouies. Si on en croit, je veux dire, l'angle des journaux, des médias, des articles que l'on peut lire. Donc là, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, et je trouve que ça porte un peu préjudice au sujet. Ceci dit, ça donnera peut-être de bonnes pistes de réflexion à certaines mamans qui ont ce genre de problème, donc pourquoi pas, hein, si ça peut vous aider. Mais je tenais à le mentionner quand même parce que j'ai l'impression que c'est une mode qui arrive, qui va un petit peu nous submerger, et je trouve ça vraiment dommage. Bah tiens, j'avais pas vu le titre, je voulais vous parler d'un article de Mademoiselle. Alors là, évidemment, je sais qu'il y en a qui vont réagir en disant ça, et elle nous a encore trouvé un truc sur Mademoiselle. Et j'avais pas vu le sous-titre, enfin un des sous-titres dans l'article qui est divisé en plusieurs petites parties. Il y a les boomers sont réglophobes. Non mais c'est pas vrai. Honnêtement, depuis que je suis abonnée, parce que voilà, je voulais un peu trouver, finalement c'est intéressant pour voir un peu ce qui se passe et l'état d'esprit de certaines personnes, parce que je crois que Mademoiselle est un journal en ligne qui est quand même lu par énormément de personnes, et donc je trouve ça assez symptomatique, enfin assez évocateur de ce que peut-être la majorité des femmes aujourd'hui peuvent penser, c'est tellement drôle. Donc la réglophobie, ça je ne connaissais pas, donc c'est un sujet sur les règles des femmes, autrement dit les menstruations, et le titre m'a attiré l'attention puisque c'était « Pour 55% des Français, parler des règles en public serait inapproprié, le tabou à la peau dure ». Donc voilà, on parle de réglophobie, de tabou. Donc les boomers sont réglophobes. Ils parlent de libération de la parole autour de tous ces sujets. Il y a des très beaux, comment on appelle ça, des très beaux camemberts, là, des très beaux graphiques qui montrent en gros la moitié. Oui, c'est ça. En gros, une bonne moitié des gens interrogés pensaient qu'il était un peu inapproprié ou tout à fait inapproprié de parler des règles en public. Et ce que je trouve, j'ai même pas lu l'article en entier, hein, pour être tout à fait honnête, là j'ai juste regardé un petit peu le début, les graphiques, les titres, et en fait j'en ai eu assez, donc j'ai arrêté. Et au tout début notamment il mentionne le fait que le fait que certaines femmes disent j'ai mes trucs, j'ai mes ragnagnas, c'est un truc de fille, je dois aller me repoudrer le nez, etc. Tout ce qu'on peut dire pour ne pas dire voilà, quand on a nos règles, quand on veut le faire comprendre de façon discrète ou qu'on ne veut pas que tout le monde le sache, tout simplement. Et apparemment, ça serait parce que voilà, on a honte, on est dégoûté ou on est gêné. Et en fait, mais non, mais c'est tout simplement que c'est un sujet intime. Donc je suis désolée, je n'ai pas forcément envie de savoir, je n'ai pas forcément envie que tout le monde sache quand je suis indisposée, je n'ai pas forcément envie d'en parler à tout le monde, je n'ai pas forcément envie que ça soit de notoriété publique, j'ai envie d'être discrète à ce sujet. Je pense que la plupart des femmes sont comme ça. Alors évidemment ça dépend du contexte dans lequel on évolue. Je pense que en famille ou autre, je ne sais pas, si vous êtes cloué au lit parce que vous avez hyper mal au ventre, c'est peut-être pas la peine non plus de mentir et d'inventer n'importe quelle excuse. Vous pouvez aussi, voilà, on peut aussi dire les choses avec simplicité, ça dépend évidemment du contexte et des personnes avec lesquelles on se trouve, mais
Mais non, quoi, ça n'est pas parce qu'on n'a pas envie d'en parler en public, parce que là il s'agit bien d'en parler en public. Et voilà, je trouve ça vraiment, même entre collègues, ou j'en sais rien, j'essaye de penser un peu à plusieurs contextes, mais encore une fois, ça dépend avec qui on est, et dans quel contexte, et pourquoi les gens ont besoin de savoir. Par exemple, dans le domaine du travail, vous voyez, nous entre filles, par exemple, oui, parfois on se le disait parce que si on a très mal au ventre, ou si on a besoin d'un médicament, ou si on a besoin d'une protection, ou voilà, si c'est un peu arrivé par surprise ou je ne sais quoi, oui, mais parfois on l'évoque parce que, voilà, entre nous et pour chercher de l'aide, entre guillemets, ou du soutien si on a besoin. Mais à part ça, je me vois mal arriver au matin, au bureau le matin, ou n'importe où, ou au supermarché, coucou, j'ai mes règles aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas trop ni l'intérêt, ni... Voilà, c'est un sujet intime, c'est réservé à l'intimité, ça ne veut pas dire que c'est tabou, ça ne veut pas dire que c'est dommage, il faut qu'il y ait une libération de la parole sur ce sujet, mais pas du tout, au contraire, moi je pense qu'il faut vraiment savoir en parler de façon très saine et très simple, notamment expliquer aux petites filles avant que ça ne leur arrive, bon peut-être pas quand elles ont 2 ans, mais vous voyez ce que je veux dire, leur expliquer le fonctionnement de leur corps, etc. Entre nous, évidemment, entre nous, je veux dire entre amis, IES, voilà, faut pas qu'il y ait de tabou, et puis si on a besoin, même, j'allais dire même presque avec un inconnu ou un étranger, ça peut arriver que vous soyez dans un contexte où vous soyez entre guillemets obligé de le dire, ou alors avec une grande simplicité, excusez-moi, je suis indisposée, est-ce que vous pouvez me laisser votre place, ou j'en sais rien, bon, peut-être que je le dis mal, mais voilà, je pense qu'on peut très bien le dire quand il faut, où il faut, dans le bon contexte et de la bonne façon, et ça ne veut pas dire que c'est tabou, mais c'est juste un sujet d'intimité, tout simplement, donc on ne s'excite pas là-dessus. Et voilà, mademoiselle qui essaye de faire du buzz à tout prix sur tous les sujets, ou de victimiser encore une fois les femmes, et voilà, elles ont bien réussi. Autre actualité qui ne vous a peut-être pas échappé, une chanteuse, vous allez être peut-être étonné que j'aborde ce sujet, mais c'était un peu dans tous les journaux, dans tous les titres, sur tous les réseaux sociaux. La chanteuse Britney Spears, qui a donc été libérée de la tutelle de son papa. Alors, je ne vais pas réexpliquer tout le sujet, et d'ailleurs je ne connais certainement pas assez pour pouvoir le développer et vous exposer les faits avec beaucoup de certitude, mais en gros, Britney Spears, depuis un certain nombre d'années, était sous la tutelle de son père, et ce qui l'empêchait juridiquement de faire certaines choses. Alors je ne sais pas si ça l'obligeait à faire des choses ou si c'était juste des interdits, mais en tout cas voilà, je sais que voilà, ça l'empêchait de faire un certain nombre de choses. Et alors je crois que c'est au niveau financier, mais pour d'autres choses aussi. Je n'ai pas à donner d'avis sur la question parce que je ne connais pas assez le sujet, et voilà, ni tous les tenants, les aboutissants, le pourquoi du comment. Ceux qui ont un peu suivi l'actualité de la chanteuse il y a, je sais pas, 10, 15, 20 ans maintenant, peut-être pas 20 ans, 15 ans, elle est quand même passée par des périodes très difficiles à cause des paparazzis et de plein de choses, mais aussi de la drogue, du milieu, enfin de l'alcool, bref, elle a quand même pas une vie reluisante, et je pense qu'à la base c'était certainement pour son bien qu'ils ont décidé qu'elle aurait un tuteur, voilà, qui était son père en l'occurrence. Je pense que ça aurait pu être n'importe qui d'autre, un adulte responsable quoi. Et évidemment tout le monde crie au patriarcat, le fait que voilà, ça c'est une forme de patriarcat oppresseur, ça c'est encore un homme qui a du pouvoir sur une femme, etc., etc. Ça n'est pas normal qu'à son âge, elle doit quand même avoir pas loin de 40 ans maintenant je pense, ça n'est pas normal qu'à son âge elle soit encore sous la tutelle d'un homme, etc. Donc c'était vraiment le tableau complètement noirci. Et en fait, assez récemment, je pense que c'était il y a 2 semaines maintenant, la justice américaine a donc décidé que elle ne serait plus sous la tutelle de son père, donc elle récupère tous ses droits, j'imagine que ce soit au niveau financier ou pour plein d'autres choses, et elle a un peu une nouvelle vie entre guillemets qui commence pour elle. Et donc elle a été très contente d'être enlevée de cette tutelle. Et en fait quand on regarde les premiers posts Instagram qu'elle a fait pour célébrer cette libération, et ben en fait elle était nue, ou presque entièrement, enfin nue, mais après elle rajoutait des petits smileys là où il fallait, pour des petits trucs pour pas que
pour pas apparaître complètement nu justement, ou pour pas être comment on dit, pour pas être banni par Instagram. Et en fait voilà, elle a fait toute une série comme ça de posts où elle est nue, elle fait des doigts d'honneur et elle est ravie de pouvoir dire que maintenant elle est libre. Voilà, donc à la base pour une femme qui justement manquant de maturité, de stabilité, étant dépendante aux drogues, à l'alcool, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'avait mise sous tutelle. Ça aurait pu être aussi bien sa mère, je sais pas si sa mère est encore vivante, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est tombé sur son père, voilà, c'était un tuteur légal, je pense pas que c'était le fait d'avoir un homme. Spécialement, je pense pas que c'était spécialement ça, mais voilà, elle est belle la libération de la femme, elle est belle la maturité, la stabilité, je pense que vraiment la tutelle, bon peut-être que maintenant oui effectivement elle en a plus besoin, mais je pense qu'elle en a vraiment eu besoin et que quand on voit ce qu'elle fait de sa liberté retrouvée et de son, comment dire, oui, ça ne montre ni stabilité, ni maturité, ni intelligence, ni... je sais pas, moi ça m'inspire pas grand chose, mais je trouve ça assez dommage, mais je voulais l'évoquer quand même parce que, une fois de plus, c'est un... comment dire, un paradoxe de pseudo-libération et pseudo-liberté. Et on voit ce que ça fait, et je trouve ça très très triste. Autre mesure un peu triste, on l'avait un tout petit peu évoqué dans une... enfin, je l'avais un petit peu évoqué dans une précédente chronique d'actualité par rapport aux cours de récréation dégenrés. Donc je vous invite à écouter les chroniques précédentes si le sujet vous intéresse. Mais là, l'une d'entre vous m'a envoyé un article où, pour le coup, effectivement, c'est une chose à laquelle j'avais pas pensé. Sous couvert d'égalité, on parle donc de toilettes mixtes pour les filles et les garçons. Comme vous le savez, habituellement dans, je sais pas, dans les restaurants, les collèges, les lycées ou plein de lieux publics ou privés, généralement les toilettes hommes et les toilettes femmes sont séparées. Et là, sous prétexte d'égalité de genre, ils veulent donc faire des toilettes mixtes. Par contre, ils précisent quand même dans l'article que dans ce collège-lycée, en l'occurrence, ça va être un petit peu par niveau. Par exemple, les 6e, 5e dans les mêmes toilettes, etc. pour éviter qu'il y ait des trop grands qui se retrouvent avec les trop petits. Mais ça aussi, c'est peut-être de la discrimination quand même. On ne s'en sortira jamais avec toutes ces discriminations, je vous le dis, moi. Alors, je vous mettrai le lien de l'article dans la description, ainsi que le lien vers les autres articles. Et beaucoup d'élèves, beaucoup de témoignages d'élèves disent que voilà, au début c'était un peu gênant, ils avaient un peu peur, ils savaient pas trop comment ça allait se passer. Finalement ils sont tous très contents, hein. Tous à l'unanimité, il n'y a pas de problème. Tous soulignent que depuis que c'est mixte, c'est plus propre, parce que j'imagine qu'auparavant les toilettes des garçons étaient horribles, donc là enfin c'est ce qui est dit dans l'article en tout cas, donc là tous les garçons sont contents parce que du fait que ce soit mixte et qu'il n'y a pas que des garçons, apparemment c'est un peu plus propre. Donc ils sont contents, et puis il n'y a plus d'urinoir par contre, bon ça c'est un peu une évidence, quoique les évidences et le bon sens ça n'est pas ce qui caractérise toutes ces personnes aujourd'hui. Tout ça pour apprendre à mieux vivre ensemble donc. Et moi je trouve ça assez grave parce que je me dis, pour l'intimité de la personne, pour la tranquillité aussi, alors je ne pense pas spécialement au harcèlement ou à me dire tout de suite à penser qu'il y aura des catastrophes parce que les toilettes sont mixtes, mais ouais, vraiment pour moi, c'est un peu comme l'histoire des règles, c'est voilà, quand on va aux toilettes, j'allais dire, c'est un peu intime, c'est un moment où on a besoin de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance, et je ne crois pas que le fait que ce soit non mixte, oui, que ce soit mixte, pardon, justement, je ne pense pas que ça arrange les choses ou que ça facilite, et je ne vois pas en quoi ça va faire qu'on se sentira plus égaux, en fait. Ça fait partie un peu des lubies de égalitariste, je sais pas trop comment le dire, mais c'est vraiment une lubie qui n'a ni queue ni tête, et en fait on n'arrivera jamais à l'égalité parfaite, ou voilà, donc c'est un peu idiot d'aller sur ce terrain-là, et même pas très agréable je trouve pour les filles et les garçons qui subissent ce genre de choses, donc c'est un peu triste. Dernière actualité pour aujourd'hui, qui sera assez rapide, c'était un article de 20 minutes qui interviewait une femme qui était donc chercheur, ils disent chercheuse mais c'est chercheur, et qui a reçu un prix des jeunes talents L'Oréal UNESCO pour les femmes et pour la science.
Et donc à l'occasion de cette interview, il lui demande un petit peu... Non mais c'est ça qui est marrant, c'est que l'interview de 20 minutes, la première question... Voilà, alors c'est marrant. Alors les autres, les deux premières questions sont des questions sur la proportion d'hommes et de femmes, etc. Et après seulement, là on lui parle de sa thèse, des conclusions qu'elle a tirées, pourquoi elle fait ses recherches à tel endroit, qu'est-ce que le prix représente pour elle, comment elle va utiliser l'argent du prix, etc. Par contre, les deux premières questions d'emblée, alors moi ça m'aurait un petit peu vexée parce que déjà ça n'est pas tellement le sujet, enfin je veux dire, moi si j'ai gagné un prix pour mon travail, j'ai envie qu'on me parle de mon travail et qu'on ne commence pas à me dire alors les conditions, enfin, ou alors à la limite à la fin de l'interview, mais commencer l'interview en me demandant alors est-ce que, je sais pas, est-ce que quand tu as créé Femme à part, est-ce que tu as eu autant de compliments d'hommes que de compliments de femmes, est-ce que tu as eu autant de... Je sais pas, est-ce que les transporteurs qui te livraient, c'était autant des hommes que des femmes? En fait, j'ai pas spécialement envie de parler de ça, si je parle de mon entreprise ou de mon travail. Donc déjà, je trouve ça un petit peu gênant, et d'autant plus qu'en fait, ça ramène encore le sujet sur les quotas, et du coup, on a un peu l'impression que la pauvre, elle est pas très méritante, enfin que c'est un peu genre, elle est là parce qu'aussi... Bon, je suppose, je ne dis rien sur elle, je la connais pas du tout, mais je suppose qu'elle est quand même très, très talentueuse, là n'est pas la question, mais on en revient un peu à l'histoire de, on a un peu poussé les femmes là-dedans, on embauche des femmes à tout prix, donc même si elles n'ont peut-être pas les qualifications, ni quoi que ce soit, donc c'est un peu désagréable, je trouve, de commencer l'interview comme ça, mais en gros, voilà. Avez-vous compté beaucoup de femmes à vos côtés sur les bancs de la faculté de biologie? Ça, c'est la première question. Après qu'elle ait reçu son prix, la pauvre. Enfin, suite au fait qu'elle ait reçu ce prix. Donc elle dit que non, au tout début, jusqu'au niveau de la thèse, il y a environ 80% de filles dans les amphithéâtres. Donc déjà, moi je pense que c'est un peu discriminatoire envers les garçons. Et je pense qu'on devrait mettre en place beaucoup de choses pour qu'en fait on soit pile à 50%. Sinon c'est vraiment de la discrimination. Et là je trouve que c'est un peu sexiste ce qu'elle dit. Mais bon, ça c'est mon positionnement. Je ne sais pas quel est le vôtre. J'ai un peu du mal à continuer. Là ça m'émeut beaucoup ce sujet-là. Je me sens vraiment en minorité. Parce qu'en plus je me sens homme aujourd'hui. Donc forcément je me sens vraiment discriminée qu'on soit que 20% sur les bancs de la fac jusqu'au niveau de la thèse. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'était de l'ironie, hein, les 3 dernières phrases. Vous allez sortir un extrait, si on coupe un extrait, on entendra juste Thérèse de Femme à part qui dit oui, je me sens homme aujourd'hui. Non, ne faites pas ça s'il vous plaît. Bref, c'était de l'ironie. Donc, elle dit déjà qu'il y a 80% de filles jusqu'au niveau thèse, donc excusez-moi, mais là déjà je vois pas du tout où est la discrimination. Et par contre, c'est dans les postes les plus élevés, les directrices d'unité, que là on passe de 80 à 30%. Voilà, donc ça d'accord, sachant que bon voilà, si les femmes sont peut-être moins douées pour ça, on n'en sait rien, ou alors c'est vraiment qu'il y a de la discrimination. Ça, on ne sait pas. Mais on lui demande à cette brave dame, à cette brave Marion, comment peut-on l'expliquer selon vous? Et elle dit déjà que ça fait un bon moment qu'en fait on est parti de très loin, puisqu'avant il y avait très 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 peu de femmes, donc déjà le temps que la tendance s'inverse, ou en tout cas s'équilibre, il va falloir du temps. Puis elle dit, mais c'est surtout, concrètement, le problème, c'est surtout qu'en fait, il faut être performant dans ce domaine de la recherche, il faut être performant au même âge où on peut avoir envie de créer une famille. Voilà. Donc en fait, elle reconnaît que c'est juste qu'il y a peut-être certaines femmes qui mettent en pause leur carrière, ou travaillent un petit peu moins, ou s'investissent moins, ce qui fait que peut-être elles sont un peu moins représentées dans les postes de direction, dans les postes à responsabilité, peut-être parce qu'elles font autre chose en parallèle, autre chose étant créer une famille, ce qui vaut quand même le coup, je pense, plutôt que de mettre sa carrière d'abord et d'avoir un enfant par mère porteuse ou par FIV à 50 ans ou à 60 ans. Voilà. Ou de congeler ses ovocytes ou autre stupidité. Donc, stupidité d'ailleurs et irrespect du corps de la femme et des embryons, bien sûr, qui sont des êtres humains. Tout ça pour dire que, voilà, je pense qu'elle a répondu elle-même à la question. Moi, ce qui me choque, c'est vraiment le fait de commencer par cette interview par ces 2 questions-là. Et l'histoire des quotas, je n'y reviens pas parce que j'en ai parlé dans de nombreux podcasts. Mais d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, il y a un podcast qui s'intitule de mémoire, la nature est-elle sexiste, et dans lequel je parle des travaux
du coup ça m'échappe évidemment, d'un homme qui est d'un des pays nordiques, mais je ne sais plus lequel, et qui a fait un documentaire justement sur la présence des femmes dans certains métiers, et il explique que voilà, dans les pays qui sont champions, en Norvège je crois, pays qui sont champions du monde ou presque, de l'égalité homme-femme, et des millions et des milliards investis pour cette cause, et malgré tout 80% des infirmières sont des femmes et 80% des ingénieurs sont des hommes. Quel scandale. Et voilà, et il explique beaucoup de choses dans son documentaire, c'est vraiment passionnant, donc je vous invite à écouter le podcast, et je crois que sous le podcast j'avais donné le lien pour ou plus de détails par rapport à ce documentaire si le sujet vous intéresse. Je vais arrêter là cette chronique d'actualité, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ce qui est intéressant vraiment c'est d'avoir vos retours. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer, parce qu'il y a généralement un podcast tous les vendredis, les chroniques d'actualité le mercredi, il y a les chroniques de livres du lundi qui vont bientôt reprendre aussi, j'ai reçu de nouveaux ouvrages que je suis en train d'analyser et dont je vous parlerai très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. En barre d'infos je vous mets les sources des différents articles là, que je viens de vous évoquer. Il y a également les liens vers tous mes réseaux sociaux, mais également le lien vers la boutique de robes, et aussi si vous voulez vous procurer mon livre, le lien est dans la description. Voilà, je bafouille pour la conclusion de ce podcast, il est temps d'arrêter et je vous dis à très bientôt.